« 19 juin 1975. Un jour comme un autre dans le lent processus d'évolution du grand requin blanc. La nature a œuvré pendant des millions d'années pour un résultat parfait. Silhouette profilée, corps souple, puissance inégalée dans le monde marin. Une certaine définition de la beauté. Du jour au lendemain, ce splendide poisson allait devenir un monstre. Nous sommes le 20 juin 1975, jour de sortie sur les écrans américains d'un film d'épouvante qui nous obsédera longtemps, Les Dents de la Mer. Peter Benchley, l'auteur du scénario, avait réveillé en nous une peur vieille comme le monde. En écrivant le scénario, je pensais au requin comme à un maniaque, une force qu'on ne peut pas arrêter. C'est ce qui me terrorisait le plus quand j'étais gosse, le maniaque, le type qui massacre tout le monde à coups de hache. J'ai réveillé chez les gens la peur ancestrale d'être dévoré. Dans l'océan où l'on va de son plein gré, on court réellement le risque de se faire manger. Et c'est une mort atroce. « 25 ans ont passé. Pour rétablir la vérité et la réputation du grand requin blanc, la revue National Geographic a décidé de faire de lui un portrait authentique. Elle lance une expédition pour enquêter sur son compte. Peter Benchley est chargé d'écrire le récit en se basant cette fois sur l'admiration, non la peur. Il fera équipe avec le grand spécialiste de la photo sous-marine, David Dubillet. Le troisième membre de l'expédition est Rodney Fox, un plongeur australien qui a failli être dévoré par un requin blanc il y a 37 ans. Naviguant pendant 3 mois au large de l'Australie puis de l'Afrique du Sud, ils vont tenter de nous montrer le vrai visage de celui que nous nous plaisons à détester. Les études scientifiques menées depuis plusieurs décennies permettront peut-être enfin à l'horrible monstre de redevenir simplement l'un des personnages les plus passionnants de l'océan. Un grand requin blanc en maraude au sud de l'Australie. Prédateur magnifique. Et aujourd'hui, à son insu, personnage principal de cette histoire filmée. Les autres protagonistes se trouvent à bord de ce bateau. Peter Benchley, le scénariste des Dents de la Mer. Rodney Fox, l'Australien. Et David Dubillet, le photographe. Come on. Whoa, hello, darling.
Ce qui fait le succès de ce mythe, c'est qu'il est basé sur la réalité. Ce requin est réellement un monstre. Tous les autres sont des monstres d'opérette à côté de lui. En plus, ils font vraiment des trucs fous et incroyables parfois, comme dans ton film. On ne peut pas dire que ce soit inventé, ils font vraiment des trucs comme ça. Comme tu dis, David, c'est la réalité. C'est un animal qui ne nous veut peut-être pas de mal, mais n'empêche qu'il peut nous bouffer. Cette peur, il va pourtant falloir la faire taire pour pouvoir parler plus objectivement du requin et le réhabiliter avant qu'il ne soit trop tard. 80 espèces de squales ont déjà presque disparu. Pour faire les photos dont il rêve, David devra approcher ces sujets de très près, avec l'aide et les conseils de Rodney qui a l'habitude de jouer les médiateurs entre photographes et requins. Here he comes, here he comes. Ah, you tricky little beggar. David écoute attentivement les leçons de Rodney qui connaît bien le caractère changeant des squales. Tantôt timides et méfiants, tantôt un peu trop entreprenants. Ces rires cachent tant bien que mal l'appréhension de toute l'équipe. On ne surmonte pas si facilement l'angoisse de se faire manger tout cru. Et pour David, le perfectionniste, il y a en plus celle d'échouer. On sait exactement ce qu'on veut, mais on ne le trouve jamais. Des photos de grands requins blancs, j'en ai déjà fait 500 bobines. Elles sont quelque part dans mes archives à New York. Dedans, il n'y en a pas plus de 5 que j'aime, qui sont vraiment bonnes. C'est très difficile de saisir sur le vif ce que j'appelle l'essence même du squale. Surtout que le grand requin blanc n'est pas n'importe qui. Il est hors de question de plonger pour le photographier. Alors David se transforme en plongeur virtuel grâce à un appareil photo monté au bout d'une perche. À travers ses lunettes, il voit ce que voit l'appareil, exactement comme s'il était lui-même dans l'eau. Je ne vois que du bleu, pas de requin blanc. Le temps que David met en place son périscope photographique, le magnifique spécimen qu'il avait repéré est parti. Tandis qu'il espère son retour, Peter est allé voir de près sur la terre ferme un requin qui, lui, ne risque pas de s'échapper. Ça fait mal au cœur de voir ça. Ce cadavre de grand requin blanc est exposé à l'aquarium scientifique d'Australie du Sud. C'est une femelle qui s'est prise il y a plusieurs mois dans une ligne de fond et s'est asphyxiée. Ramenée à terre, sa dépouille allait passer quelques semaines dans une chambre froide, en attendant de trouver un endroit où les scientifiques puissent l'étudier. Mais auparavant, il fallait satisfaire la curiosité du public. 12 000 personnes sont venues se pencher sur l'horrible monstre sorti de son élément. La fascination du public. Voilà peut-être le fil conducteur que Peter devra suivre pour écrire son article. Les requins blancs ont été photographiés des centaines de fois. On a tout écrit à leur sujet. C'est un pari difficile que d'essayer de les présenter autrement. Il a choisi finalement de s'intéresser à la peur obsessionnelle que nous éprouvons face à un animal capable de nous dévorer. Il a trouvé un complice en la personne du professeur Barry Bruce. C'est étonnant de voir à quel point les gens sont fascinés par les mythes qui parlent du grand requin blanc.
C'est un vrai monstre de légende. Et au fond, on peut dire que nous aimons nos monstres. Lui, c'est un des derniers dragons de la planète. C'est peut-être notre amour des monstres qui explique en partie le succès des Dents de la Mer. Benchley a été violemment critiqué pour son film. Mais ce n'est pas lui qui a engendré notre peur. Il n'a fait que l'exploiter. This is a great white, Larry. A big one. And any shark expert in the world will tell you it's a killer. It's a man-eater. What we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine. It's really a miracle of evolution. All this machine does is swim and eat and make little sharks. And that's all. Now, why don't you take a long, close look at this sign? Those proportions are correct. Love to prove that, wouldn't you? Get your name into the National Geographic. Publier un article à sensation n'est plus le rêve de Peter Benchley. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est démontrer que le requin blanc est encore plus stupéfiant en réalité que dans la fiction. Première étape de la démonstration, la dissection de ce spécimen. 5,10 mètres de long, 1,5 tonnes. J'ai vu des requins comme celui-ci nager en pleine mer. Ils ont quelque chose de vraiment majestueux. C'est triste de les voir dans cet état. Mais c'est un moyen de mieux comprendre comment ils sont faits. Avant de tailler dans la chair de cette femelle, Barry Bruce examine son corps, à la recherche d'indices révélateurs de son histoire. Il découvre justement au niveau de la nageoire caudale la cicatrice d'une morsure infligée par un autre grand requin blanc. D'après lui, une morsure d'amour. Au moment de l'accouplement, ils n'ont pas de bras pour s'étreindre. Pour se cramponner l'un à l'autre, ils n'ont que leurs dents. Ce qui explique que les femelles aient la peau beaucoup plus épaisse que les mâles. Personne n'a jamais vu ni filmé un accouplement de grands requins blancs. On ne peut que l'imaginer grâce à des observations faites sur cette espèce voisine, le requin nourrice. S'il s'agit bien là d'une cicatrice de baiser amoureux, cette femelle est peut-être grosse. Ce serait une extraordinaire occasion pour les chercheurs de répondre aux questions qu'ils se posent sur la reproduction des squales. Seulement, on ne saura ce qu'il en est qu'au moment de la dissection. Pendant ce temps, au large, un autre requin est venu rôder autour du bateau. David et ses coéquipiers immergent les cages métalliques. Here's the shark now. Hurry up, you guys. You ready? Okay. Right behind you. Everybody ready? Yeah. Okay, lower down. Derrière ce grillage, les plongeurs se sentent généralement en sécurité. David, au contraire, a le sentiment que c'est là qu'il prend les plus gros risques. Car le photographe, lorsqu'il vise dans son appareil, a l'impression d'être caché derrière. Les reporters de guerre disent que s'ils arrivent à prendre autant de risques, c'est parce qu'ils ont un appareil devant les yeux. Sous l'eau, c'est pareil. On se concentre pour faire entrer tout ce que l'on voit dans un tout petit cadre. Mais quand on retire l'objectif de devant ses yeux, on voit tout à coup l'animal bien plus gros, et il paraît beaucoup plus dangereux. Et brusquement, on se dit, mon Dieu, c'est vraiment effrayant. La cage est un accessoire indispensable. Mais combien de clichés n'a-t-elle pas fait manquer?
Pour y remédier, David a sa méthode. Stressante mais efficace. L'opération porte ouverte. Il entrouvre la porte quand le requin vient vers la cage. Et la referme dès qu'il est trop près. Dans une mer calme, la manœuvre est presque sans danger. Mais les jours de grande houle, la cage peut se renverser et éjecter les plongeurs. Ce n'est pas ça qui me fait peur. J'ai surtout peur de rater ma photo ou que les requins ne soient pas au rendez-vous, que mes clichés soient sous-exposés ou surexposés, que la mise au point ne soit pas bonne, ou que ma photo ne corresponde pas à ce que je voulais. L'angoisse du perfectionniste. En fait, David finit toujours par avoir la photo qu'il veut. Plus d'un photographe sous-marin lui envie son talent. L'eau est son élément. Il a horreur des lois de la pesanteur et de toutes les contraintes terrestres. Pour moi, qui suis né dans le New Jersey, la mer a toujours été un lieu d'évasion. Une fois qu'on a la tête sous l'eau, on oublie tout le reste. On flotte. J'étais asthmatique étant petit, et quand je nageais sous l'eau, je me sentais tout léger. À terre, j'étais nul. Je me traînais comme un balourd. J'étais poussif. Alors que dans l'eau, j'étais un dieu. Je volais. Sa passion de la mer, David devait l'avoir dans son bagage génétique. Il a commencé à faire de la plongée à l'âge de 8 ans. À 16 ans, il publiait sa première photo sous-marine. À ce jour, il a illustré plus de 50 numéros du National Geographic. Il a fait découvrir les splendeurs du monde marin à des millions de lecteurs. Et ce, en dépit d'un handicap qui étonne tout le monde autour de lui. Tu as le mal de mer? Oui, je l'ai toujours eu. Et pourtant, j'ai passé toute ma vie en mer. Ces jours-ci, il souffre certainement moins du mal de mer que du trac. Sous l'œil amusé de Rodney, l'expert S grand requin blanc, David découvre chaque jour un peu plus le caractère des squales. Par exemple, cette rage avec laquelle ils mordent la coque du bateau et les cages. C'est une conséquence de leur sens électromagnétique, une capacité sensorielle qui n'a pas encore livré tous ses secrets. On entend souvent dire que les requins blancs mordent les moteurs hors bord. C'est parce que ces engins émettent des ondes que les requins captent par leur sens électromagnétique. Comme ces ondes sont de même nature que celles qu'émettent les êtres vivants, les requins vont mordre dedans. J'ai vu ça pour la première fois avec un requin qui voulait mordre la plateforme de plongée. Il avait l'air très agressif, mais en fait, il voulait juste savoir ce que c'était. Il détecte les champs électromagnétiques grâce à ces minuscules orifices qu'il a sur le museau, les ampoules de Lorenzini. C'est un organe incroyablement sophistiqué dont on ne soupçonnait même pas l'existence il y a quelques années. Que de contraste chez cet animal. À côté de ses capacités sensorielles d'un raffinement extrême, Barry et Peter découvrent la plus simple des protections, une peau plus épaisse que celle d'un pachyderme. On dirait que sa peau constitue un organe à part, qu'elle n'est pas attachée au reste du corps. Moi, je l'imaginais parcouru de milliers de veines et de nerfs. Ceux qui prétendent qu'on peut se glisser sous un requin et lui enfoncer un poignard dans le ventre, c'est de la pure invention. Ça, c'est le foie. Rien d'autre que le foie. Le foie d'un grand requin blanc. 2 lobes, 2 énormes masses qui contiennent assez de réserves d'énergie pour lui permettre de rester des semaines sans rien manger. Le foie, lui tout seul, représente de 20 à 30% du poids total du requin. C'est énorme. Maintenant, l'estomac va sortir tout seul.
Peter et Barry ont intérêt, eux, à avoir l'estomac bien accroché pour examiner le contenu de celui du requin. Mais ce sera un des moments les plus révélateurs de la dissection. Je parie que ce poisson-là s'est pris dans la ligne de fond d'un pêcheur. Regardez ça, l'hameçon, un bout de ligne, tout y est. Ce requin a suivi une palangre à laquelle pendaient des appâts. Il en a mordu un, et il y a un moment, il a dû attraper la ligne elle-même. Il s'est emmêlé dedans et c'est ce qu'il a perdu. Une fois que les proies ont été digérées, il ne reste que de minuscules indices difficiles à identifier. Les arêtes, les becs, les globes oculaires permettent de reconnaître les proies qu'il a avalées. J'imagine que les bagues, les bracelets, les colliers donnent aussi des indications sur la classe sociale des victimes. Le contenu de cet estomac est un peu moins poétique qu'un inventaire à l'après-vert. 8 hameçons, plusieurs dizaines de mètres de fil de pêche, les restes de 3 gros appâts et 3 raies pastenagues. C'est un dard de raie pastenague, ça? Un dard de raie, en effet, planté dans la paroi de l'estomac comme preuve que cette victime-là ne s'est pas laissée avaler sans opposer de résistance. Vous pensez que ce dard aurait fini par être rejeté ou qu'il serait resté là? Je crois qu'il aurait creusé la chair et serait ressorti de l'autre côté, vu la façon dont il était planté. Il faut donc ajouter à l'inventaire un poignard de 20 cm. Devant une gueule aussi impressionnante, on imagine ce requin insatiable. En réalité, il a des besoins étonnamment modestes. Et quand il n'a pas faim, inutile d'insister. David et Rodney essaient en vain depuis des heures d'appâter celui-ci. On dirait qu'il prend un malin plaisir à les narguer. Il faut le virer, ce requin, Rodney. Le virer? Pourquoi? Il me fait marcher comme les filles quand j'avais 20 ans. Des promesses, toujours des promesses, et elles ne te donnent jamais rien. Ne te plains pas, au moins il y a de l'action. Est-ce qu'il peut me taper sur les nerfs, ce requin? Au lieu d'une séance de photos sous l'eau, il y aura cet après-midi une polémique sur le pont. David pense que le requin a mangé trop d'appâts, Rodney n'est pas de cet avis. Le premier qui est venu ce matin n'avait certainement pas mangé 40 kilos de saumon. Sinon, il aurait eu un ventre énorme. Un peu comme toi. David n'a pas tellement le cœur à rire. Jusqu'à présent, il n'a travaillé qu'avec 2 requins et il n'est pas sûr d'avoir une seule photo qui lui convienne. Et voilà que le mauvais temps s'en mêle. Le vent se lève. Pendant 3 jours, la houle interdit toute manœuvre sous l'eau et cloue David et Rodney à leur transat. Astiquer ses objectifs, voilà tout ce que David peut faire en attendant. Je suis désespéré, frustré, indifférent, écœuré. Tu connais ma théorie? Il y a toujours des périodes d'accalmie dans la vie. Et après, ça repart. Tu veux dire qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est ça? 2 jours passent encore sans que le vent faiblisse. Et le plus rageant, c'est qu'un requin tourne autour du bateau, comme un démon tentateur. Ça bouge vraiment trop. Si on descend dans la cage, on va être secoué comme des dés dans un cornet. Si on essaie de faire des photos avec l'appareil fixé au bout de la perche, il va monter et descendre de 1 mètre à 1 mètre 50, alors que les requins, eux, ne bougeront pas. Regardez-moi cette lumière, là, sur l'eau. Elle est parfaite. Dans un cas comme ça, il ne reste qu'une chose à faire, se flinguer. C'est trop frustrant.
Ce que veut David, c'est que les gens se croient dans la photo, qu'ils frémissent devant un requin montrant les dents. C'est comme regarder le barillet d'un revolver braqué sur vous. Ça fait vraiment très peur. Rodney sait de quoi il parle. La peur de sa vie, il l'a connue dans la gueule d'un grand requin blanc. C'était en décembre 1963. Rodney avait 23 ans. Il participe en Australie au championnat annuel de pêche sous-marine, où il espère cette année encore remporter la première place. Au milieu d'une épreuve, alors qu'il s'apprête à tuer un poisson, il devient lui-même une proie. J'allais transpercer ce poisson avec mon fusil quand il y a eu cet énorme bruit sourd et ce choc sur mon côté droit, si violent qu'il a fait valser mon fusil et mon masque. Je me suis senti aspirer à une vitesse folle. Il était sur le point de se noyer. Le requin le tenait fermement dans sa gueule. Il a eu le réflexe d'enfoncer ses doigts dans les yeux du requin et celui-ci l'a lâché. Il a réussi à remonter à la surface. Et chance inouïe, un bateau passait justement par là. On l'a amené à l'hôpital presque mourant. Rodney avait le poumon gauche perforé, la clavicule et plusieurs côtes fracturées, l'abdomen entaillé à plusieurs endroits. S'il n'avait pas eu sa combinaison, son corps se serait disloqué. You hope to continue skin diving one day? No, I'll get in the water somewhere, sometime, but I don't know whether I'll go in this gulf here where there's been 2 or 3 attacks in the last few years. En tout cas, il devait attendre la complète cicatrisation de ses 450 points de suture. 2 mois de souffrance atroce sur son lit d'hôpital. Mais le pire était le souvenir obsédant de cette attaque. À peine 1 an plus tard, Rodney est de retour en mer. Il s'est fixé pour mission de protéger les gens contre les requins. Il pensait alors que le meilleur moyen était de les exterminer. À cette époque, je ne voyais pas ce qu'il y avait de mal à massacrer les requins. Et je les tuais par centaines. Je les visais toujours à la tête. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'ils allaient disparaître et que ce n'était donc pas la bonne solution. Peu à peu, il a complètement changé d'attitude, au point de devenir en Australie du Sud un des plus ardents défenseurs des grands requins blancs. Il milite depuis plusieurs dizaines d'années pour faire passer des lois visant à les protéger. Il a cessé de les haïr. Mais peut-on s'étonner qu'il en ait toujours aussi peur? J'ai été obligé de regarder les statistiques pour me préparer psychologiquement à reprendre la plongée. Et je me suis rendu compte d'une chose. Les risques de se faire attaquer par un requin sont tellement minimes qu'ils en deviennent insignifiants. Mais de là à intégrer mentalement cette idée, quand vous voyez cet animal dans son élément, vous perdez vraiment tous vos moyens. Sur la table de dissection, Barry va bientôt avoir la réponse à la question qu'il se pose depuis le début. Cette femelle portait-elle ou non des petits? Malheureusement non, pas de petits. Vous voyez ici l'utérus, où devraient se trouver les embryons si la femelle était grosse. Mais les parois de l'utérus sont complètement flasques. Il est vide. Ils n'ont pas trouvé d'embryon, mais des œufs blancs, minuscules. Ce sont vraiment des œufs? Je crois, oui. Les œufs ont visiblement souffert du long séjour en chambre froide. C'est très décevant pour les chercheurs qui espéraient, en les étudiant, en apprendre un peu plus sur la reproduction des grands requins blancs. On sait seulement qu'ils ne se reproduisent que lorsqu'ils ont atteint une certaine taille et un âge assez avancé, et qu'ils ne sont pas très prolifiques.
Par contre, comme les petits ont de grandes chances de survie, le taux de reproduction compense tout juste le taux de mortalité. La nature n'a pas prévu qu'ils meurent accidentellement. Pourtant, chaque année, les requins blancs sont plusieurs milliers à mourir par accident. Le monstre de nos cauchemars est finalement plus vulnérable qu'on ne l'imagine. On espère au moins que la mort de cette femelle servira son espèce, qu'elle aura permis de découvrir encore quelques-uns des secrets du grand requin blanc. Chaque particularité de son anatomie, chaque détail de sa constitution est un élément de plus pour établir la vérité. Quant à l'apparence de ce grand squale, à sa beauté si particulière, il appartient à David de les faire ressortir sur la pellicule. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui. David a toujours un problème de relation avec les requins blancs. Il est persuadé d'avoir affaire à des créatures diaboliques. Ils savent très bien quand vous n'avez plus de pellicule. Ils savent quand vous ne regardez pas dans leur direction, quand vous n'avez pas la bonne lumière. Et c'est toujours dans ces moments-là qu'ils font les trucs les plus spectaculaires. Quand vous avez le dos tourné. Ils sont comme ça. Je n'ai jamais connu d'animal aussi exaspérant. Si ça se trouve, c'est pire avec les pandas géants, mais au moins on est au sec. Depuis 28 jours que David est en mer, il n'a pu travailler qu'avec 6 requins et n'a toujours pas fait les photos qu'il voulait. C'est d'autant plus exaspérant que la première partie de l'expédition touche à sa fin. T'inquiète pas, David, tu les feras en Afrique du Sud. J'espère. Trois mois plus tard, les voici à la pointe de l'Afrique du Sud, près du cap de Bonne-Espérance. False Bay, où les eaux de l'océan Indien se mêlent à celles de l'Atlantique, est un paradis pour la faune marine. Chaque espèce y trouve de la nourriture à foison. Des dauphins s'y retrouvent pour leurs joutes acrobatiques et les grands requins blancs y viennent très nombreux pour chasser l'otarie à fourrure. Ici, les chasses des grands requins blancs sont un extraordinaire spectacle. David reprend espoir. Ces bonds prodigieux, une tactique de chasse que les requins blancs n'appliquent qu'avec les otaries, lorsqu'elles nagent en surface. Un requin de près de 2 tonnes chassant au vol, c'est un scoop à ne pas manquer. Pour mettre toutes les chances de son côté, David va faire équipe avec des zoologistes australiens qui utilisent une ruse pour inciter les requins à se donner en spectacle. Attaché à l'arrière du bateau, un leurre en forme d'otarie. Au bout de plusieurs années, ils ont réussi à prendre quelques bons clichés. David devra essayer d'en faire autant en 10 jours seulement. Le leurre est en place au bout d'une ligne. Mais il y a une autre difficulté. Comment savoir à quel moment le requin va sauter hors de l'eau? Come on, baby, come on. Light my fire. That's it, that's it. Il est obligé de garder l'œil sur le viseur. S'il se déconcentre ne serait-ce qu'une seconde, il risque de manquer le moment crucial. Damn! Anyone get it? God almighty. Did you get the shot? Tu l'as eu, David? No. No. Je l'ai vu, mais je l'ai pas eu.
Vous avez vu ça? Il a décrit un cercle complet. Tiens, le revoilà. Je l'ai manqué. J'ai retiré mon œil juste une seconde. Ça se passe tellement vite. C'est fulgurant. Le temps de battre des paupières, c'est fini. Dans cette belle lumière du matin, le voir se contorsionner comme s'il dansait, c'était merveilleux. Bon Dieu, il lui a arraché la tête. Ils s'aperçoivent aussi que le requin a laissé dans le leur sa carte de visite. Le pauvre chéri, il est bien amoché. David compense sa déception comme il peut, mais il est toujours bredouille. Je me contente de regarder et de ronger mon frein. C'est tout. Je n'en pense rien. Dans ma tête, il y a un grand vide avec des éclairs rouges, des éclairs de colère, parce que tout va de travers. Le plus étonné de tous est Rodney Fox, qui, en 37 ans d'observation des requins, croyait avoir tout vu. Je n'ai jamais vu aucun animal jaillir de l'eau comme ça. Vraiment, voir cet individu d'une tonne bondir pour attraper une proie au vol, c'est fantastique. Mais on se sent tout petit aussi. Une telle puissance, ça vous laisse rêveur. Mais c'est terriblement éprouvant pour les nerfs. Ce spectacle à sensation se termine tous les matins vers 9h. Après le lever du soleil, les requins ne chassent plus. David devra attendre le soir pour tenter à nouveau sa chance. D'ici là, à défaut de requins en pleine action, il va photographier les victimes de leurs attaques. Sous ses yeux, une otarie portant au bas du dos une entaille caractéristique. Finalement, elle est retournée dans l'eau où elle patauge tout aussi difficilement. Dès qu'elle sera éloignée de son refuge, elle sera vite rattrapée par la mort. Pour les biologistes marins spécialistes des grands requins blancs, False Bay est un terrain d'étude idéal. C'est la ville de Rocky Strand. C'est un endroit unique au monde, sans doute le seul îlot rocheux où l'on peut voir ce genre de choses. Rocky Strand a obtenu une aide de la National Geographic Society pour participer à l'expédition. Après plusieurs années d'observation, il a échafaudé une théorie pour expliquer les bonds des requins blancs. Il pense que, contrairement à ce que l'on croit, le grand requin blanc n'obéit pas seulement à son instinct, mais qu'il est capable d'apprendre. Il y a une conjoncture particulière qui attire ici les requins blancs et les incite à sauter hors de l'eau. Je ne veux pas dire qu'ils se donnent le mot. Tu sais, moi je saute hors de l'eau et ça marche. Mais je crois qu'ils ont compris quelque chose. Plusieurs fois à une certaine profondeur, l'eau était complètement opaque, sur une hauteur de 4 à 5 mètres. Et au-dessus, il y avait une zone relativement translucide. On peut très bien imaginer, même si c'est prématuré de l'affirmer, que les requins nagent dans ces eaux troubles et voient passer les otaries juste au-dessus d'eux, dans l'eau claire. Et c'est ainsi que commence la danse macabre entre les otaries et les grands requins blancs.
Elle a lieu généralement à l'aube, lorsque les otaries vont à la pêche, ou au crépuscule, quand elles en reviennent. À 400 mètres de l'île, il y a comme une ligne de démarcation invisible, au-delà de laquelle se produisent la plupart des attaques. Lorsqu'elles s'approchent de cette limite, certaines otaries cessent de chevaucher les vagues et plongent vers le fond. Elles parcourent les derniers mètres qui les séparent de leur île au fond de l'eau, où elles se sentent peut-être plus en sécurité. Mais d'autres ne prennent pas cette précaution et traversent en surface la zone à haut risque. S'il manque son attaque, le requin ne déclare pas tout de suite forfait. L'otarie, elle, tente de s'enfuir, mais sans le quitter des yeux. Le requin doit essayer de se soustraire au regard de l'otarie, car tant qu'elle l'a à l'œil, elle peut lui échapper. Alors le chasseur descend vers les eaux troubles, d'après Rocky Strong, pour se dissimuler. Pendant un moment, il ne se passe plus rien. Mais peu après, le requin va retrouver l'otarie. Il s'élance à nouveau et il a une seconde chance de la surprendre. On a toujours eu tendance à faire comme Peter Benchley dans Les Dents de la Mer, présenter le requin blanc comme un animal qui n'agit que par instinct, une machine programmée par des millions d'années d'évolution. Moi, je suis certain que les requins blancs sont capables d'apprendre certaines choses et qu'ils ont des comportements trop complexes pour être innés. Au coucher du soleil ce même jour, David Doubilet va avoir à nouveau l'occasion de photographier un seau de requin. Mais cette fois, il a installé sur le leurre une minuscule caméra vidéo de surveillance. Elle l'avertira une seconde avant que le requin ne bondisse hors de l'eau. Pour l'instant, la caméra de vidéosurveillance n'offre qu'une image floue et monotone. Un des membres d'équipage surveille l'écran. Dès qu'il y verra autre chose que ce bleu trouble, il avertira David qui aura juste le temps de réagir et d'appuyer sur le déclencheur. Tu l'as bien eu cette fois. Hors de l'eau. Complètement hors de l'eau. La queue, la tête, tout. Alors t'es content? Ça, c'était un requin. Pas un petit, non? Un beau gros requin. Je l'ai eu.
Peut-être. L'expédition va se prolonger quelque peu, car l'équipage a entendu parler d'un autre site plus haut sur la côte, où les grands requins blancs font parler d'eux. Il y a 25 ans, à l'époque des Dents de la Mer, quiconque aurait eu l'idée de descendre dans une cage métallique pour voir en face un grand requin blanc serait passé pour un fou. Aujourd'hui, dans le port de pêche de Gansapé, des bateaux embarquent tous les jours les amateurs de sensations fortes pour une plongée en cage. Aujourd'hui, on a vu arriver 17 personnes prêtes à payer $100 pour aller voir un grand requin blanc. C'est comme la découverte des mines du roi Salomon. Je ne savais pas qu'il existait un endroit comme ça. La compagnie Marine Dynamics exploite ce filon depuis 2 ans. Mais c'est pour la bonne cause, la réhabilitation du monstre. Les plongées sont organisées par André Hartmann, un amoureux fou des grands requins blancs, qui les caresse comme des petits chiens. Au début, je faisais ça pour les obliger à s'éloigner. Et un beau jour, un petit s'est approché. Je l'ai attrapé par le nez et il s'est immobilisé comme ça. C'était génial. Lorsqu'André caresse un requin sur le museau, celui-ci lève la tête et ouvre la gueule, comme s'il réclamait de la nourriture. Parfois, ces caresses semblent plonger le squale dans un état proche de la transe. Il se laisse doucement dériver pendant quelques minutes. Cinq jours avant la fin de l'expédition, David a enfin rencontré, comme il dit, le requin dans toute son essence. Oh, shark. Nice. Come on, show us your other side. Nice light. That's nice. Nice pass. J'aimerais bien essayer de faire ça. Bah, allez-y, faites-le. C'est déjà extraordinaire à regarder. Le pouvoir que vous avez sur ce requin quand vous le repoussez comme ça, c'est vraiment tentant. Mais je voudrais choisir celui avec lequel je vais le faire. 37 ans après avoir subi l'attaque d'un requin, Rodney va pouvoir faire la paix avec ses vieux démons, d'une façon qu'il n'avait jamais imaginée. J'avais peur de trop approcher ses dents, alors j'ai reculé la main. J'aurais bien voulu le toucher un peu plus bas sur le museau, mais quelque chose m'a dit de ne pas trop me pencher. C'est sûrement mon instinct de survie. Poser impunément la main sur un grand requin blanc, le dominer sans le mettre en danger ni prendre aucun risque, Rodney n'avait même pas pensé que ça pourrait lui arriver.
God, it really is. Come on, you beautiful. Come on, let me play with your chin. Come on, baby. Je n'ai jamais été aussi près d'un requin sans qu'il y ait du sang versé d'un côté ou de l'autre. J'ai trouvé ça assez exaltant. Mais j'espère lui faire ouvrir la gueule encore plus grand demain. Un animal de 4 à 5 mètres de long qui se laisse caresser et chahuter par un humain, c'est stupéfiant. J'ai appris tellement de choses incroyables à son sujet que j'ai l'impression que ce n'est pas le même animal que celui de mon scénario d'il y a 25 ans. Une chose est sûre, je ne pourrais pas réécrire Les Dents de la Mer aujourd'hui, ni faire de ce magnifique animal un ignoble monstre. Ça fait combien de temps que j'y suis, là? Environ 4 heures. En 54 jours d'expédition, David aura pris environ 2000 photos. 16 d'entre elles seront sélectionnées pour illustrer l'article du National Geographic. C'est fabuleux, un truc comme ça. Vous en rêvez, vous le voyez une fois, les années passent et ça vous arrive à nouveau. C'est un autre monde. Peter Benchley n'est pas moins enthousiaste. Les découvertes qu'il a faites en Afrique du Sud lui ont donné de quoi écrire son article. Il y a 25 ans, Steven Spielberg nous donnait à voir un mangeur d'hommes sanguinaire, semant la terreur sur les plages, un être malfaisant et démoniaque. Nous ne sommes pas prêts d'oublier le monstre des Dents de la Mer et sa gueule démesurée. Face au personnage du film, il y a maintenant les photos de David Doubilet et les propos de Peter Benchley. Il nous parle d'une beauté étrange et d'une puissance phénoménale, d'un animal à protéger absolument, parce qu'il est indispensable à l'équilibre écologique des océans, et que c'est une merveille de l'évolution. Finalement, il nous présente une bête autrement plus fascinante que la créature féroce qui crevait l'écran. Et pourtant, notre peur n'est pas tout à fait éteinte. Ce prédateur parfait, même si nous le connaissons de mieux en mieux, ne cessera sans doute jamais de nous faire froid dans le dos.